Ce qui est important, c'est quand on parle de sortir du nucléaire, c'est de voir jusqu'à quel point ça concerne aussi la dimension militaire. Vous prenez la question des déchets nucléaires, et des déchets nucléaires aussi bien militaires que civils vont ensemble. Moi j'ai travaillé sur Bure, le site de Bure, c'est à côté du site de Valduc, où on met du tritium dans les têtes nucléaires. On a parlé par exemple ce matin des conditions des travailleurs, des intérimaires notamment du nucléaire civil. C'est aussi un problème dans le domaine du nucléaire militaire, parce que les conditions de vie par exemple des sous-mariniers, on en parle rarement. Mais selon une dernière enquête qui a été menée en Norvège sur notamment les sous-marins, les sous-mariniers russes, il y a des problèmes d'alcoolisme terrifiants. Et donc aussi, on n'est pas loin de problèmes d'accidents, de problèmes de sûreté en tout cas, et de sécurité. Vous prenez la question du démantèlement, elle se pose à la fois pour le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire. Un réacteur de sous-marin nucléaire, on ne le fait pas prolonger au-delà de 30 ans. La prolifération existe depuis qu'existe l'aventure atomique militaire. Et je crois que tous les pays ont même compris que pour pouvoir développer leur arme, il leur fallait le distribuer plus ou moins généreusement à leurs alliés, à leurs fidèles, à leurs meilleurs clients. Quel est le prix qu'on va devoir payer pour faire renaître le nucléaire, ou du moins le faire perdurer? Si ce prix n'est pas l'accident, est-ce que ce prix sera la prolifération nucléaire? Et la prolifération, c'est un faux concept que Bush a essayé de plus ou moins diffuser à travers le monde, en considérant que la seule prolifération était la prolifération vers d'autres États, d'autres acteurs du nucléaire. Or la prolifération à l'origine, c'est pas ça. La prolifération nucléaire, c'est une prolifération verticale, c'est le fait qu'un seul État en veuille de plus en plus. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez d'une part, vous avez des États comme la Russie qui trouvent qu'après tout, elle a aussi besoin, elle, d'avoir un certain statut, donc de développer son armement nucléaire. C'est probablement le pays qui est aujourd'hui dans une ascension au niveau de son nucléaire militaire, avec 30 milliards maintenant de budget pour ces nouveaux sous-marins. Puis vous avez d'autre part un certain nombre de pays qui sont des pays dits pauvres, qui sont privés de nucléaire militaire, qui sont en train de dire mais pourquoi pas nous? Mais ça, c'est un débat qui reviendra systématiquement sur le devant de la scène, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en a certains qui en soient privés et que d'autres peuvent éventuellement développer leurs propres arsenaux à n'importe quelle vitesse ou à n'importe quelle mesure. Est-ce que cette énergie n'est pas d'autant plus séductrice dans la mesure où elle peut aussi être une arme? Je pense que ça joue. Je pense que ça a joué beaucoup en France, parce qu'on nous a, par exemple, donné comme garantie, la bombe était la garantie de l'indépendance nationale, et beaucoup de gens ont ensuite transposé en disant mais peut-être que le nucléaire civil est aussi une condition de l'indépendance. Ce qui n'était pas vrai du tout, vu que l'uranium, on allait chercher ailleurs. Mais ça a joué dans cette espèce dans l'inconscient collectif des gens, comme quoi il y avait cette espèce de lien.